Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des Ops, édition numéro 16 et nous sommes le 28 mars. Voilà, j'espère que vous allez bien. Salut Arnaud, salut Olivier, j'espère que vous avez votre petit café, votre petit thé. Moi aujourd'hui j'ai une tasse, en fait au début je voulais faire un gimmick où j'avais toujours la même tasse avec le renard, mais en fait là j'ai une tasse avec un cadeau qu'on m'a fait, une tasse Athéna, donc voilà, qui représente la Grèce. Et donc, comme vous le savez, on a passé un moment à Athènes, voilà, l'année dernière, mais je l'avais eu avant. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Alors, qu'est-ce qui m'est passé? Effectivement, j'ai quelques marques. Bah, c'est tout simplement, donc je fais de la boxe tous les lundis soirs, et hier soir, l'entraînement a été un petit peu plus intense. Donc voilà, et non, j'aime pas trop les chats d'ailleurs, à vrai dire. Donc non, ouais, j'ai quelques scratchs, mais c'est vrai que ouais, ça se voit un peu. Peut-être j'aurais dû mettre d'autres couleurs derrière, peut-être pour faire moins ressortir ça, je sais pas. Ou me maquiller aussi, je sais, mais je sais pas trop comment faire. J'ai pas de fond de teint ou de choses comme ça. Mais donc voilà, non, non, rien de grave. C'était complètement volontaire. Voilà, c'est même pas Stan d'ailleurs qui m'a fait ça, même si on a fait un petit peu de sparring ensemble hier soir. Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a des soirs comme ça où ça fait plus de marques que d'autres. Donc voilà. Bon, écoutez, on va pas parler de boxe spécialement aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de Notion. Merci pour le follow, Célineb. Bienvenue à toi parmi les nombreux auditeurs de la chaîne No Code France. Voilà, alors écoutez, on est dans la matinale, hein, comme d'habitude. Est-ce que je dis bonjour à Bertrand, Sandrine, Céline, voilà, bon, salut tout le monde. Euh, et donc, eh bien, on va parler. On a plusieurs sujets. J'ai pas préparé de choses vraiment très notables parce qu'il y a pas mal de sujets. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis la semaine dernière. Notamment, il y a eu pas mal de choses qui sont parues sur le sujet que j'avais abordé du no-code. Genre, est-ce que l'IA va remplacer le no-code? Et il y a eu des choses assez intéressantes par rapport à ça, puisque j'évoquais un petit peu le fait que bah, moi, je pensais que le futur, c'était probablement de l'IA qui permettrait de générer vraiment des outils no-code, etc., de gagner du temps à l'intérieur des outils no-code. Et le lendemain, WeWeb annonçait qu'ils allaient faire ça, Flutterflow annonçait qu'ils allaient faire ça, donc c'était très intéressant. Donc voilà, on va se reparler un petit peu de ça à la fin de l'émission. Pour l'instant, on va commencer tranquillement par la veille, et puis on va ensuite parler un petit peu, évidemment, il y a eu quand même une actu très notable qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, c'est les boutons à l'intérieur de Notion. Donc, on va en parler, évidemment. Si vous avez vu passer des choses, n'hésitez pas. Voilà, on va pouvoir parler. Donc, voilà, si vous avez des petites news à commenter, des choses comme ça, voilà, il n'y a aucun problème. Allez, je vais partager mon écran et on va aller voir un petit peu sur Product Hunt. Et salut Lionel aussi qui se connecte. Alors, hop, on va partager la bonne fenêtre. Et donc vous devez voir désormais ma fenêtre Product Hunt. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, on a du dev. Ça arrive quand même aussi de temps en temps. Ça arrivait évidemment beaucoup plus avant l'IA, avant le no-code, etc. Mais voilà, donc on voit que React a un nouveau site. Donc bon, c'est notable, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Encore un truc autour du dev et du développement. Ah, quand même, une IA. Il fallait quand même qu'il y ait un truc avec de l'IA dans les trois premiers. Euh, Améliorer la collaboration avec de l'IA, bon, pour les réunions. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà testé? Moi, j'ai vu pas mal d'outils mais ça fait déjà quelques temps avant même hein, de ChatGPT, etc. Mais des outils qui promettaient en fait que par exemple que vous lancez dans Zoom et qui permettent de prendre des notes, en fait qui vous transcrivent toute votre réunion et qui prennent des notes pour vous ensuite vous faire un résumé, etc. Éventuellement faire des bullet points et tout. Moi, j'ai jamais testé parce que je me suis toujours dit que c'était probablement des trucs qui marchaient que en anglais, mais je serais assez curieux quand même d'avoir si un jour vraiment ça existait, c'est-à-dire vraiment d'avoir, bah, je sais pas, on est dans une réunion, dans un meet-up en ligne ou un truc, ou par exemple les petites sessions de brainstorming qu'on fait avec le cercle des ops, et genre d'avoir un truc qui
enregistre tout ce qui se passe, qui le transcrit en texte et ensuite qui en fait un résumé et éventuellement avec, bon, si on est plus dans le cas d'une réunion, des to-do, des trucs comme ça. Salut Olivier, et Johan nous dit tester ça marche. Ah oui, alors est-ce que tu as, un outil plus particulièrement que tu as testé et qui marche? Alors, oui, il y a Whisper, effectivement, qui est le modèle de transcription d'OpenAI, mais par contre, est-ce que tu peux le brancher, est-ce que tu peux brancher Whisper dans je sais pas, par exemple, dans une réunion Google Meet? Ça, je suis pas sûr. Alors, par contre, peut-être ce que tu peux faire, effectivement, à la fin de la réunion, tu enregistres la réunion, à la fin de la réunion, tu la transcris, et puis, mais parce qu'il y a deux trucs, moi, qui m'intéressent, mais la transcription, ça m'intéresse aussi, d'ailleurs, j'y pensais pour mon podcast. C'est d'une part avoir la transcription. Alors Whisper d'ailleurs je vais le tester bientôt parce que moi j'utilise un outil qui s'appelle Auphonic pour mon podcast qui permet d'égaliser les niveaux, etc. Et dans Auphonic, il y a maintenant une intégration de Whisper, donc je verrai ce que ça donne. Mais j'ai testé Whisper sur un plus petit échantillon, sur un texte de quelques minutes, et franchement, la traduction était impressionnante. C'est-à-dire que sur le... Alors je crois que c'était un audio, ça devait être une intro de podcast que je lui ai envoyé. Et franchement, en fait, il n'y avait aucune erreur. Voilà, tout simplement, il n'y avait aucune erreur dans la transcription. C'était juste parfait. Et en plus, ce qui était pas mal, c'est que il y a il y avait les timecodes, etc. Donc j'aurais pu l'utiliser aussi même pour faire des sous-titres et tout quoi. TLDV, c'est pas TLDR peut-être, un truc comme ça. Bon, je sais pas, à voir. Et Zoom a sorti une feature aussi. Ah oui, ok, d'accord. Bon, bah, voilà. À mon avis, effectivement, les gens les mieux placés pour faire là ce qu'on évoque, ça serait Zoom ou Meet. Et c'est vrai que ce serait pas étonnant de les voir arriver ça bientôt, quoi. Donc, je crois que d'ailleurs, par exemple, Meet, maintenant, ils font la traduction, enfin, non pas la traduction, la transcription, enfin, des sous-titres instantanés dans les réunions, mais que en anglais pour l'instant. Mais bon, tout ça, ça va s'améliorer, mais ce sera intéressant. Donc voilà, bon, ça me faisait penser à ça, Waitroom, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vais cliquer d'ailleurs par curiosité. Ouais, donc c'est quand même un peu un sujet, un truc un peu de réunion. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre Active Pieces, alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de Active Pieces? Il y a quelqu'un qui me l'a soumis sur mon site quelsoutils-no-code.fr. Et j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça a l'air d'être un outil d'automatisation qui a la particularité d'être open source, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mets le lien ici. Alors j'avoue que j'ai pas testé, peut-être que... Allez, je vais me le mettre dans mes notes, peut-être pour le tester dans un prochain... dans un prochain... dans une prochaine émission. Hop, Active Pieces. À voir. Voilà. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas. Donc ils disent, voilà, c'est une alternative à Zapier voilà, sans code. Attendez, on va lancer la vidéo comme ça par curiosité. Un petit peu de musique, alors je vais enlever la musique. Alors dès que je vois, alors je sais pas si ça vous fait pareil, hein, mais c'est là dès que je vois une tête comme ça en rond, je me dis que bon la personne elle utilisait Loom pour faire sa vidéo de promotion. Je me dis que ça doit être un indie maker. C'est complètement un préjugé, et il n'y a aucun problème avec le fait d'être un indie maker. Au contraire, moi, je trouve ça hyper impressionnant, les gens seuls qui se lancent dans des compétiteurs de Zapier ou des choses comme ça. D'ailleurs, une petite dédicace aussi à notre ami Hugo de la communauté No Code France, qui a sorti Roller Coaster, qui est aussi pareil. Alors, je l'ai pas dans mes notes là, mais peut-être je vous partagerai le lien quelque part. Mais vous pouvez voir, sinon il en a parlé sur No Code France et il a fait un post sur LinkedIn, Hugo Attal, très intéressant. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le côté Loom, en fait, ça me fait tout de suite penser à me dire que le mec il est tout seul à développer ça. Bon, on voit pas énormément de choses dans la vidéo. Ça a l'air d'être voilà, un peu comme Zapier, c'est-à-dire, ça a l'air de quand même pas mal ressembler à Zapier, si je zoome un petit peu, on voit en plus grand. C'est-à-dire ce côté linéaire. Alors peut-être que ça peut partir sur les côtés et tout, je sais pas, il y a un petit quadrillage comme dans N8N, donc peut-être que c'est pas aussi linéaire que ça. Mais voilà, bon, à voir, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Le côté open source, évidemment, rend tout ça très intéressant. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas à me le dire. Euh, il y a pas mal de votes, hein. Il va finir peut-être quatrième hein, aujourd'hui, donc c'est bien.
ça ressemble à Zooflow. Alors j'avoue que je ne connais pas Zooflow. Je me doute que ça fait partie de la suite Zoo, enfin qui a un outil qui a d'ailleurs une application de construction d'app aussi. Zoo, il y a un CRM. Zoo, c'est un peu une alternative un peu à Google Suite. Que j'avoue, j'ai jamais utilisé. Mais attendez, alors, par curiosité, on va taper Zooflow. Je ne savais pas qu'ils avaient un outil d'automatisation. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, ça ressemble beaucoup le petit quadrillage derrière. Enfin, c'est pas un quadrillage d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que ça ressemble pas mal. Je savais pas du tout. Là, on voit d'ailleurs un petit peu certains des outils, Zoho CRM, Zoho Desk. Ils ont Zoho, c'est assez intéressant parce qu'ils ont une alternative à quasiment tous les outils, j'ai l'impression. J'en découvre tout le temps, quoi. Donc, il y a Zoho Writer qui est une alternative à Google Docs. Et tu te développes avec Zoho. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Zoho Campaigns. Attendez, est-ce que quelque part, on va aller sur. Ah, c'est Zoho Creator, je crois, leur outil qui permet de développer des applications. Est-ce que c'est ça que tu utilises, Olivier? Alors j'avoue que je l'ai déjà vu passer. Je crois même qu'on l'a référencé dans quels outils no code, mais il y a tellement d'outils. Un outil RH, un outil mail. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Il y a un outil de réunion. Ouais, c'est ça au début, parce que moi, ce que je connaissais, c'était vraiment. Bah, d'ailleurs, ils le montrent même plus ici. Moi, ce que je connaissais, c'était Zoho Writer. Il y avait Zoho Sheet aussi, je crois. Putain, ouais, c'est incroyable tous les outils qu'il y a. C'est très, très, très impressionnant. Et apparemment, donc ça, oui, Zoho Creator est censé être leur outil qui permet de faire du développement. Alors, low code plutôt, apparemment. Donc voilà. 45 outils, ouais, bah, dis donc. Mais oui, effectivement, Zoho, ça existe depuis un moment, mais quand même, je ne sais pas si ça fait si longtemps que ça qu'ils ont pris ce tournant vraiment très applicatif. Euh, mais ouais, moi, je connaissais à la base vraiment cette partie-là, Writer, Show. Show, c'est. Enfin, Sheet, Show, ça va pas très bien ensemble quand tu dis ça comme ça. Mais voilà, plus vraiment clone de Office, quoi. Et salut à toi, Xavier, aussi, qui nous rejoint, et Jean-Pierre également. Voilà, bon, cette petite digression sur Zoho, continuons un petit peu, voir si on a des choses sur Producton qui pourraient être intéressants. De l'IA quand même, hein, beaucoup. De l'IA, bon. Quadzilla, un coach d'habitude sur utilisant ChatGPT dans WhatsApp. Putain, ça fait beaucoup de buzzwords, hein. Ça, c'est impressionnant. Parce que Habit Coach, des trucs autour de trackers d'habitude et tout, il y en a quand même assez souvent sur. Ah oui, pardon, bien vu le. Merci à toi, Céline. J'avoue, j'ai complètement oublié d'enlever le bandeau. Vous faites bien de me le rappeler. Vous m'avez laissé quand même 15 minutes avec, je remarque. Vous n'osiez pas le dire, mais c'est effectivement, vous faites bien. Puisque on est en live, on va pas arriver dans quelques minutes. Euh, alors, qu'est-ce que vous dites? Ouais, ils ont bien su s'adapter, c'est intéressant. Concurrent. Et c'est vrai qu'on peut même dire qu'ils concurrencent Salesforce. Je me demande s'ils sont aussi gros en termes de boîte. C'est intéressant. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Toi, un petit outil pour générer des gradients, ça fait toujours plaisir. Alors ça, franchement, alors je pense que j'ai déjà dû parler de ça, mais les outils qui permettent de générer des idées business. Alors ça existe quand même depuis un moment hein, sur Product Hunt. Là, bon, ouais, j'imagine bien, c'est le next step, évidemment, en incluant GPT dedans. Mais ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre fondamentalement. C'est-à-dire que pourquoi pas, je comprends, il peut y avoir des vertus pédagogiques, il peut y avoir plein de choses, mais est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a des gens qui ont lancé des business en partant d'un générateur de business? Mais c'est une question ouverte, hein, parce que très franchement, s'il y a des gens qui l'ont fait, je veux dire, je sais que on en voit d'ailleurs dans la communauté no-code ou des gens qui arrivent aux outils no-code parce qu'ils veulent lancer des projets. On voit, moi j'ai déjà rencontré des gens qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas quoi faire. Ce qui, à mon avis, euh, n'est pas forcément une bonne. Du coup, il vaut mieux attendre. Moi, je suis convaincu qu'il faut entreprendre quand on est dans le bon contexte, quand on a une idée, quand on a quelqu'un qui a une idée et qu'on veut collaborer à cette idée. Mais je veux dire, se dire, ok, bon, j'ai vraiment envie d'entreprendre.
Alors, quand on maîtrise des outils no-code, par exemple, ça peut être pertinent parce qu'on peut se dire, ok, si je veux pratiquer mes outils, je veux faire des choses, je veux faire un petit side project, j'ai pas d'idée, bon, bah, je vais là-dessus et puis je lance, quoi. Mais quand même, je sais pas. Mais alors peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, hein, je ne sais pas. Donc après, c'est intéressant, ils proposent l'idée, le MVP, le market fit, la promotion, ouais, ils proposent pas mal de trucs, hein, pourquoi pas, hein. Donc on croise. Est-ce que vous voulez qu'on se génère une petite idée? Allez, on va se générer une petite idée, tiens, tant qu'à faire. Et voir si on pourrait l'implémenter en no-code. Ça, cela dit, ça pourrait faire une très bonne émission Twitch. On devrait faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on génère ici des idées. Par exemple, il y a quelqu'un, genre l'animateur de l'émission, génère une idée. Et il y a une personne ou plusieurs personnes qui disent comment ils le feraient en no-code, avec des outils no-code. Ça pourrait être pas mal ça. D'ailleurs, on avait fait un truc comme ça il y a quelques temps avec, je me souviens même plus comment il s'appelle, un indie maker, et puis il y avait Pierre Tillman qui répondait à des questions comme ça. On avait tenté un truc. Et là, je me dis que ça pourrait être marrant. Voilà. Moi, je trouve que c'est comme ça que les idées viennent. En fait, c'est plutôt en regardant d'autres idées, en faisant des choses, en parlant, en se lançant comme ça. Donc voilà, mais effectivement, bon, peut-être il y a des gens qui ont lancé des business avec moins que ça. Mais après, moi, je dis pas qu'on peut pas lancer un business à partir de quelque chose d'assez mince, mais c'est plus le process de générer une idée que je trouve étrange. Donc, alors, on veut faire un business B2C, ça c'est quand même plus sympa. Alors, le modèle, on va faire du freemium. Alors, la technologie, alors dans quel secteur on veut se mettre? Il y en a pas mal. Alors, c'est que des trucs tech. Une marketplace, comme ça on va pouvoir faire du bubble peut-être. Industrie dans le transport. Investissement, bah, on n'a pas d'argent évidemment. Compétition, il y a un petit peu de compétition. On est des entrepreneurs intermédiaires. Alors, pas d'impact environnemental évidemment. Pas trop de régulation. C'est complet hein, quand même comme. Et puis, allez, on va lui demander qu'il nous le fasse en français et on va se générer une idée. Allez, je vous mets même le lien. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont même pas pris le temps d'acheter un nom de domaine ni rien. C'est direct une app sur Vercel. Donc, donc voilà. Alors, on a une idée. Et salut Anto. Mais après, franchement, par contre, pour s'entraîner à faire des projets, pourquoi pas. Bon, alors, le problème, c'est que c'est hyper long. Je m'attendais pas à ce que ça soit hyper long. Je lis en 2 secondes. Donc une place de marché en ligne pour différents services de transport pour les particuliers. Les utilisateurs pourront trouver et comparer les offres de différents prestataires tels que les taxis, les services, des VTC, des compagnies, etc. Bon, clairement, c'est vraiment une idée franchement, je pense, qui est déjà extrêmement compliquée à implémenter et en plus qui n'est pas du tout originale. Après, cela dit, leur promesse, c'est pas de dire que c'est une idée unique que personne n'a fait. Mais voilà, alors notre MVP comprendra un site web avec une interface conviviale, facile à utiliser pour les utilisateurs, permettra de rechercher, comparer, réserver, etc. Bon bah ok, non, alors déjà, rechercher, comparer, réserver, ça c'est déjà 3 fonctionnalités différentes pour un MVP, c'est quand même costaud quoi. Mais il n'y aura pas le paiement en ligne, donc ils ont quand même enlevé un truc. Ok, bon bref, on va pas tout lire. Ouais, bon ok, ça m'a pas convaincu. Mais, c'est pas grave. Je vous laisserai tester. Si vous jamais vous arrivez. Alors, bon, la question, quand même, je vais aller au bout de mon truc. Est-ce qu'on pourrait faire ça sans coder? Bah, avec Bubble, peut-être qu'on pourrait faire ça, effectivement. Euh, mais il va falloir utiliser. Quelles API on pourrait utiliser qui nous donneraient les prix des taxis, des VTC, etc. Ça, je pense que c'est des données qui sont extrêmement fermées. Clairement, Uber, ils n'ont pas une API ni rien. Enfin, ils doivent avoir des API, mais évidemment, mais qu'on ne peut pas exploiter comme ça de manière publique. Et ça doit être des gros deals à faire, comme quand dans Google Maps, quand vous avez l'option de Uber ou de FreeNow, etc. Faut se lever tôt pour aller arriver à négocier ça, quoi. Mais effectivement, alors clairement, ça, je pense que c'est un projet vraiment un peu type indie maker. C'est quelqu'un qui s'est dit, bon, bah tiens, j'ai l'IA, qu'est-ce que je pourrais faire? Après, je trouve ça assez bien exécuté, franchement, ça, très, très, très pratique. Donc, clairement, ça pourrait être une idée qu'il a générée lui-même. Bon, allez, il est 8h25. On va passer quand même à notre veille sur nos outils, nos codes les plus importants. Du côté d'Airtable, est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Il y a eu une nouveauté.
alors j'ai fermé leur blog, mais bah, ils parlaient des listes, encore de cette vue liste. Est-ce que vous utilisez la vue liste d'Airtable? Moi, franchement, j'avoue que je comprends pas du tout le. Enfin, je comprends pas. Si, je comprends l'intérêt, mais j'ai un peu du mal à voir. Je trouve pas que ça soit la vue la plus intéressante. Il y a un article sur leur blog où ils parlent un peu des vues qui les ont fait évoluer. Euh, Pardon. Alors, c'est drôle parce que ils commencent leur vidéo un peu par une question, donc on a toujours un peu ce truc de chat, machin. On voit qu'ils surfent aussi un peu sur la tendance. On attend d'ailleurs une annonce quand même d'une intégration de ChatGPT ou quelque chose comme ça à l'intérieur de Airtable. Mais donc voilà, donc il y a les listes du You, donc ils disent qu'ils les ont améliorées. Voilà, donc les vues listes, c'est ça. C'est quelque chose qui, ouais, bah, c'est une vue un peu simplifiée, c'est comme un tableau, mais sans les lignes des colonnes, quoi. Donc voilà, mais si vous les utilisez, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois bien que on n'a pas fait de vidéo dans notre formation là-dessus, et il va falloir qu'on le fasse, hein, quand même, hein. Je vais même me le noter tout de suite avant d'oublier, puisque de toute façon, j'ai prévu de faire des vidéos de formation tout à l'heure. Donc voilà. Ok, alors dans Zapier, il y a une nouveauté qui est évidemment le plugin ChatGPT de Zapier, mais ça, on va revenir à ça tout à l'heure. Et salut à toi, Samantha, qui se lève tôt également avec nous. Donc ça, on va revenir là-dessus, on va en reparler. Et on va arriver, alors attendez, je vais intercaler Make ici. Make a eu une petite release note de la semaine dernière. Euh, Il n'y a pas de grand chose de. Ils ont corrigé des bugs surtout, donc on va pas aller lire ça forcément. Voilà, ils ont corrigé des bugs, c'est bien, c'est tant mieux. Et on va arriver évidemment sur Notion, l'annonce que l'on attendait tous, que l'on attendait. Enfin, moi, bon, on savait que ça allait arriver. Je pensais que ça allait arriver plus tard dans l'année, même si on est quand même, bon, on est à la fin du premier trimestre. Donc, ils ont ajouté la possibilité de mettre des boutons. Alors, il y avait déjà un bouton, évidemment, que pour les utilisateurs chevronnés de Notion, vous le savez. Il y avait déjà un bouton qui était un bouton qui s'appelait le bouton template, qui permettait, en fait, quand on cliquait dessus, de tout simplement mettre d'un coup une série de blocs. Mais c'était vraiment très statique. Et on pouvait faire qu'une seule chose, c'est-à-dire tu appuies en direct tout de suite sous le bouton, tu as une série de blocs. Et là, ils ont ajouté des boutons pour automatiser des tâches manuelles. Alors, j'allais dire automatiser, c'est un peu un grand mot, mais quand même, si c'est de l'automatisation, c'est le début. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, vous, de votre côté, mais je trouve que c'est assez prometteur. On va faire un petit test, je vais vous montrer. Mais il faut que je bois un petit peu avant. Alors là, il nous donne des exemples un petit peu de ce que ça peut faire. C'est des exemples très intéressants. Non, alors il y a d'autres choses. Non, ça, c'est les boutons. Là, ils disent juste qu'ils ont ils ont ajouté plein d'apps comme pour les embeds. Bon, ça, c'est très bien. Et puis, ils ont ajouté des nouvelles icônes. Voilà, donc ça, c'est sympa. Il n'y a pas que des emojis, il y a aussi des icônes, voilà, qu'on peut rajouter. Alors, allons tester ici. Je me suis créé une petite page vide. Et salut Patrice également qui se joint à nous. Et Taiga et Kienix. Désolé, c'est un peu dur à prononcer. Je ne veux pas écorcher ton pseudo surtout. Alors, c'est pas un bouton qui déclenche des automatisations Zapier, pas encore, mais ça pourrait arriver. D'ailleurs, en réalité, ça pourrait se faire dès maintenant en passant à travers une base de données. Bon, on va créer un bouton. Donc, vous avez le petit nouveau ici, évidemment, qui est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ça ajoute un bouton. Alors, on peut lui mettre même un petit emoji. C'est sympa, voilà. Hop, on va mettre ce petit emoji là. On peut lui mettre. Alors, c'est pas mal parce que ça peut éviter d'avoir à mettre des textes en fait. Si on met, je sais pas, par exemple, voilà, une petite loupe pour être certaines actions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, on peut mettre aussi action, on peut mettre un mot et on peut mettre des étapes. Donc, déjà, ça, c'est le premier truc qui fait que c'est vraiment un vrai pas en direction de la programmation visuelle. Je vous épargne évidemment mon petit discours sur la trinité, base de données, interface et logique, mais voilà, bon, donc Notion complète
cette trinité avec un peu cette programmation visuelle qu'il y a là. Donc ici, j'ajoute une étape, et les étapes, qu'est-ce que je peux faire? Donc il y a déjà quelques actions qui sont possibles. Alors la première, la plus attendue, on va dire quelque part, puisque c'était ce que permettait de faire le bouton template déjà avant, c'est d'insérer des blocs. Donc par exemple, on peut dire, on va insérer des blocs. Donc ici, on va mettre des blocs, par exemple, tâche 1, tâche 2, bon, ce serait pas très intéressant. On peut faire ça. Donc là, si je m'arrête là, hop, je dis terminé. Mon bouton est dans ma truc, et ici, je clique, et ça va me créer, et à chaque fois que je vais cliquer, ça va faire mon action. Donc ça, c'est sympa, mais c'est quand même... Voilà, ça c'était vraiment l'usage précédent. On peut aussi mettre au-dessus du bouton, ça c'est quand même pas mal qu'il y ait cette petite possibilité. Et ensuite, voilà, on peut ajouter une étape, ici. Donc on peut ajouter une page à une base de données, et ça, c'est vraiment un des trucs qui, à mon avis, va le plus servir. Donc ajouter des éléments dans une base de données, et parce que à partir de là, on pourrait déclencher des automatisations avec Make ou avec Zapier. Donc là, on commence à rentrer dans un truc un peu plus puissant, quoi. Donc, attendez, alors je vais tester, je vais faire une base de données. Hop, on va ajouter une vue table. Alors, bon, on va mettre une base... on va mettre une nouvelle base de données, puis voilà, on va la nommer comme ça. Et donc ici, si j'ajoute, hop, ajouter une page à, donc là, je choisis ma base de données, donc ma base test. Alors c'est marrant qu'il nous la propose pas tout de suite, celle qui est dans la même page. Et donc là, on va voir les propriétés. Et donc là, on va pouvoir mettre nouvelle page. Hop. Et puis éventuellement ici, on peut remplir toutes les propriétés. Alors le problème, c'est là, j'ai pas mis encore d'éléments, donc ça, on va l'enlever. Et donc là, ça va être intéressant. Hop, je fais ça, et donc là, vous allez voir que je vais avoir mes deux tâches et une nouvelle ici, truc qui se crée. Et donc là, je pourrais très bien faire une automatisation ici qui déclenche. Voilà. Ça, je trouve ça intéressant. Par contre, on voit tout de suite la première limite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le truc qui m'a un peu déçu, on va dire, quelque part, même si je me doute bien que c'est complexe techniquement, c'est que là, cette valeur-là est complètement statique, a priori. Alors, sauf si peut-être on peut mettre des... Mais même ça marche pas, parce que si je mets un truc comme ça, ça va me le mettre, ça va pas me mettre la date, en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le premier truc qui me manque vraiment, c'est qu'ici, on peut pas mettre des choses dynamiques. Si je mets quelqu'un, ça va toujours être... si je mets mi, non, ça marche pas en plus. Voilà. Mais donc ça, c'est un peu dommage, parce que voilà, à chaque fois, vous voyez, ça va mettre toujours aujourd'hui, même si je le fais demain, enfin, ça va pas remplacer. Donc ça, on n'a pas encore, malheureusement, vraiment de ce truc dynamique, et notamment, on peut pas récupérer quelque chose qui aurait été fait à une étape d'avant. Donc on est quand même très très loin d'un vrai moteur de programmation, mais c'est quand même intéressant. Ensuite, on peut modifier des pages. Donc ça, c'est intéressant. Donc par exemple, dans ma base test, eh bien on peut, si on veut, modifier toutes les bases de la page test, ou alors mettre des filtres. Et ça, franchement, c'est hyper intéressant qu'ils aient fait ça, je trouve, directement, parce que ici, voilà, si je fais une nouvelle page, je vais mettre des étiquettes ici, par exemple, to do, en cours, fini. Attends, on va renommer ça, on va faire ça en single select. Donc imaginons, là, j'ai des trucs qui sont dans différents statuts. Eh bien, dans mon automatisation, ici, alors, attendez, je vais supprimer ça, parce que sinon, après, ça va faire des trucs chum à chaque fois. Donc dans test, par exemple, je pourrais lui dire que je veux que toutes les étiquettes qui sont en cours, eh bien, quand j'appuie sur ce bouton, eh bien, elles deviennent finies. Par exemple, si je veux me faire un bouton ici qui met terminé ou valider tout, par exemple. Ici, je change ma petite icône. Je vais me faire un... Il n'y a pas un... Bon, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, allez, hop, ça n'a aucun sens comme icône, mais voilà. Donc là, j'appuie là-dessus, et hop. Bon, il n'y en avait qu'un qui était en cours, mais donc là, si je les mets tous en cours, par exemple, eh bien, d'un coup, je peux cliquer ici. Et donc, en fait, ça, c'est intéressant, parce que quelque part, c'est une boucle. Donc,
Voilà, on voit que, bon, on n'a pas de valeur dynamique. Comme vous aviez dit, bon, ça aurait été un petit peu l'intérêt premier. Voilà, donc évidemment, on soupçonne qu'il veut nous dire aussi que dans Coda, c'est déjà possible et tout. Voilà, non, je sais pas. Je trouve que c'est sorti trop tôt, mais ça, c'est un peu un dilemme un peu inévitable dans la gestion de produits, dans le product management, j'ai envie de dire quelque part. C'est difficile à quel moment tu sors ta feature. Si tu attends trop, peut-être qu'elle va pas être assez bien. Si tu ça, c'est pas évident du tout à gérer. Moi, je trouve que c'est pas trop. Je trouve que c'est basique. Que de toute façon, en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, par exemple, dans les bases de données, il y a ici aussi, quand on fait des modèles, alors je vais faire un modèle bidon, il y a cette fonctionnalité ici de répéter un modèle, qui est une fonctionnalité que je trouve hyper intéressante. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que ça soit pas, enfin, mais voilà, on peut faire quelque chose tous les jours, etc. Et encore une fois, là aussi, c'est pas dynamique. Donc le modèle, en fait, bah, il a toujours la même tête, certes, il se crée tous les jours, mais on peut pas lui mettre la date. Alors sinon, on peut utiliser la date de création comme date et tout. Mais, euh, mais voilà, on va dire qu'on est dans la continuité et je pense qu'ils ajouteront tout d'un coup. Mais oui, non, je plaisante, Xavier, que tu compares à Coda, mais voilà, on connaît ton amour de Coda. Mais non, mais après, je dis ça, je veux dire, objectivement, toutes ces fonctionnalités qui sont en train de rajouter Notion, c'est quelque part un peu. Et moi, je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un de Notion qui me disait, voilà, leur concurrent, clairement, c'est Coda, c'est ce type d'outil. Donc, voilà, ils font aussi un peu la course aux fonctionnalités, quoi. Donc voilà. Donc je vous trouve bien pessimiste, c'est-à-dire enfin pessimiste, pas pessimiste, mais que c'est pas fou. Moi, je trouve ça franchement intéressant. C'est une étape en fait. Évidemment, c'est pas révolutionnaire. Je vous dis pas que c'est un truc révolutionnaire, mais je suis content de le voir parce que ça matérialise le fait que Notion va sur ce segment, on va dire, d'avoir de la logique à l'intérieur des pages. Personnellement, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que déjà, on peut faire des choses pertinentes. Là, par exemple, faire un bouton qui va nous changer d'un coup toutes les propriétés d'une base déjà suivant des filtres. Ça, par exemple, ça c'est quand même une fonctionnalité intéressante. C'est une fonctionnalité un peu avancée de sélection. Enfin, imaginez des grosses bases de données sur lesquelles vous voulez faire des actions d'un coup. Voilà, par exemple, dans les automatisations d'Airtable, les boucles, ils les ont ajoutées qu'un an après les automatisations. Donc, euh, donc voilà, donc il faut voir. Attendez, alors je vais regarder un petit peu. Alors je vais finir peut-être de vous montrer les étapes, parce qu'il y a une autre étape que je trouve hyper intéressante, qui est la confirmation. Et donc imaginez ici par exemple que là, votre modification, vous voulez la valider avant, c'est-à-dire parce que là, vous allez potentiellement d'un coup changer plein d'informations, donc si je reviens ici, eh bien vous pouvez lui demander une confirmation. Donc j'aime bien d'ailleurs qu'ils ont mis, c'est votre dernier mot, je trouve que ça aurait été encore plus drôle s'ils avaient mis ça. Mais c'est pas des grands blagueurs chez Notion, mais moi personnellement, je trouve que moi j'aurais mis ça, j'aurais dit c'est votre. Et voilà. Et donc on appuie ici, c'est votre dernier mot, et hop, tu mets continuer, et ça te fait ton action. Et si tu mets non, et bah ça la fait pas. Bon, attention, vous n'avez pas pu voir, parce que voilà, c'est pas. Donc voilà, donc ça, franchement, la validation, c'est quand même un truc d'interface qui est hyper intéressant. Je sais pas s'il y a ça dans Coda, d'ailleurs, je serais intéressé de le savoir. Mais je trouve ça vraiment pas mal qu'ils aient mis ça dès le début, parce que ça, c'est vraiment typiquement un truc très intéressant. Et enfin, le dernier truc, qui pourrait être un très bon truc pour finir une séquence, eh bien, c'est d'ouvrir une page. Alors, quelle page? Bah, là, encore une fois, c'est un peu nul parce que c'est statique. Mais si on pouvait, par exemple, ouvrir la page que l'on vient d'ajouter à une étape précédente, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, peut-être qu'il ne me le propose pas parce que... Est-ce que si je lui crée ici, je lui mets ça, peut-être qu'il me le propose? Non, je suis peut-être un peu optimiste là. Attendez, je vais... Hop, si j'ajoute une étape, ouvrir la page. Ah bah si, voilà, quand même. Vous voyez qu'il y a des choses. Et quand même, c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc là, par exemple, tout de suite, il peut m'ouvrir la nouvelle page. Voilà, franchement, moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça intéressant. Donc voilà, moi personnellement, je trouve ça très bien. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires. Il y a un long commentaire d'ailleurs d'Anto.
Ah, moi, je trouve que c'est un peu plus qu'un import de template, puisque, par exemple, juste cette confirmation, c'est intéressant. Il y a vraiment un côté logique. Enfin, moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est de modifier des lots de pages, en fait. Ça, je trouve ça vraiment puissant comme fonctionnalité. Voilà, et notamment, je trouve que ça justifie d'autant plus le bouton de confirmation. Donc, vous voyez, on peut faire quand même déjà une séquence d'actions, quoi. Et finalement, quelque part, cette fonctionnalité d'insérer des blocs, qui était, donc, comme je l'ai dit, déjà présente, franchement, c'est quand même intéressant, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. J'ai eu un test d'un bouton qui crée tout. Ouais, après, ouais, franchement, moi, voilà, le seul truc que je reproche aujourd'hui, c'est que c'est un peu statique. Mais on peut créer, là, ici, si j'avais une colonne de type collaborateur, là par exemple personne, bah, c'est vrai que ce serait intéressant. Ici, je peux du coup assigner tout de suite une personne, enfin des choses comme ça. Donc c'est. Ouais, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et oui, effectivement, là. Moi, je trouve que quelque part, même d'un point de vue product management, ce qui n'est pas du tout mon métier, ils ont raison de proposer quelque chose qui n'est pas trop complexe non plus, pour voir comment les gens s'en servent, réagissent dessus. Enfin, voilà, c'est quand même, ça me paraît plus prudent, quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est un commentaire très intéressant. Alors je vous laisse le lire, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Le fait que, donc, de se dire, pour résumer ce que tu me dis là, que le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités en plus va venir complexifier l'interface de Notion, et finalement perdre ce côté qui était une des forces de Notion, qui était la simplicité. Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs pour les gens qui suivent le Twitch depuis longtemps, qui suivent mes vidéos, etc. Pendant très longtemps, je veux dire, en fait, d'ailleurs, c'est pas sur le Twitch, c'est dans le podcast, en fait. J'ai eu 2 épisodes comme ça où on a parlé de ça, une fois avec Jonathan Lefebvre et une fois avec Vince de Creacity. Et vous pouvez réécouter. Et moi, je disais dans ces vidéos, et je l'assume hein, tout à fait, mais que pour cette raison précise que vous évoquez, que tu évoques, je pensais qu'il ne mettrait jamais de boutons, de formulaire, d'éléments d'interface comme ça dans Notion. Donc clairement, je me suis trompé, donc vous pouvez tout de suite décrocher de cette émission et arrêter d'écouter mes commentaires et mes prospectives, puisque. Alors je me trompe pas toujours, heureusement. La semaine dernière, j'ai vu juste par exemple sur l'IA dans le no-code, mais là-dessus, j'avoue que moi j'étais persuadé que l'essence de Notion, quelque part, c'était la simplicité, et donc il n'allait pas aller vers le terrain de Coda, pour le citer, avec des boutons, des formulaires et tout. Alors pour l'instant, les formulaires, les formulaires, il n'y en a pas, il n'y a pas de champ. Ça, c'est un des trucs évidemment que j'attendrai, c'est qu'au-dessus de mon bouton, je puisse mettre un champ et puis réutiliser la valeur à l'intérieur de mon bouton. Donc voilà quoi. Donc voilà, donc vous pouvez effectivement raccrocher. Non, mais vous pouvez aller écouter ces épisodes. Cela dit, ils sont intéressants parce que attendez, je vais même aller vous les chercher parce que très franchement, j'aurais même envie de les réécouter. Voilà, c'est l'épisode, c'est 2 épisodes qui se suivent en plus, donc 94 et 95 sur le podcast de Contournement. Donc c'est des épisodes assez récents, mais bon, quand même, en fait, ça fait presque un an en réalité, parce que j'ai quand même pas mal ralenti sur le podcast. Mais n'hésitez pas à l'écouter dans les 2 épisodes, hein. Donc Vince et Jonathan sont des experts Notion. Vince est ambassadeur, consultant certifié et tout. Jonathan, c'est lui qui a traduit Notion en français, donc c'est des gens qui le savent bien. Et je me souviens plus ce que eux disaient d'ailleurs. Donc il faudrait réécouter, mais je crois que eux aussi, enfin en tout cas Jonathan, je pense qu'il était. Non, on n'était pas d'accord. Il y en a un des deux avec lesquels on n'était pas d'accord. Bon, je réécouterai ça et on en reparlera. Mais en tout cas, donc voilà, moi je suis d'accord. Alors je vais compléter du coup ce sujet-là de la simplicité, etc., par quelque chose qu'ils ont évoqué. Donc je cite tout le temps ce fameux meet-up auquel on était, où il y avait 3 personnes de chez Notion, que Shubham avait organisé à la fin du mois de décembre à Paris, à la suite de la conférence Happy Days. Et donc, il y avait une super conférence, j'ai cité déjà plein de fois, j'aimerais bien qu'on ait le replay, il faut que je. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Shubham pour lui demander le replay de cet événement qu'il a organisé chez l'Empire, parce que c'était vraiment super. Et donc, notamment, il y avait
ils ont dit qu'un de leurs enjeux pour 2023, c'était la simplicité, et c'était de simplifier Notion. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal quand on voit qu'ils ont fait plus de nouvelles fonctionnalités que vraiment de la simplification, mais en tout cas, d'après les gens qui étaient là, qui étaient des gens quand même... la personne qui avait dit ça, je me souviens, c'était une personne de l'équipe d'ingénierie qui était là chez Notion depuis un moment. Elle expliquait d'ailleurs que Notion était peut-être des fois devenu un peu compliqué parce que pendant longtemps, ils n'avaient pas de product manager, et que c'était vraiment l'équipe tech qui avait fait beaucoup de choix, et donc au bout d'un moment c'était peut-être pas toujours les plus avisés, donc franchement c'était vraiment passionnant, hein. Donc vraiment je plaisante pas à envoyer des messages à Shubham, parce que il faut qu'il nous retrouve. Cette conférence a été enregistrée, et il y a beaucoup de choses qu'on voit cette année qui étaient un petit peu annoncées là, ou qui étaient pressenties, donc voilà. Mais c'est un très bon point, très juste sur cette question du oui, etc. Je regarde, qu'est-ce que... Bah, après, c'est vrai, ce que dit Anthony est vrai, c'est-à-dire que le fait qu'ils mettent toutes ces fonctionnalités ne vous oblige pas à les utiliser. Et quand on fait le command slash, par exemple, alors Camille, par exemple, avec qui on parlait hier, nous disait, Camille Blanchot de la communauté Notion, enfin qui s'occupe des événements aussi de la communauté française, est très énervé, par exemple, que quand on fait le command slash, il nous propose l'IA en gros ici. Mais c'est vrai qu'on pense qu'ils vont en train un peu de pousser là-dessus. Mais quand même, il n'empêche que si on n'avait pas l'IA, ici, il vous propose les blocs les plus communs, et vous n'êtes pas obligé de tout aller voir, quoi. Alors, effectivement, après, on commence à être sur des choses compliquées. D'ailleurs, j'avais même pas vu qu'il y avait des layouts comme ça. Donc, vous voyez, il y a plein de choses compliquées qui sont plus bas, mais vous n'êtes pas tout obligé d'utiliser. Et ça, moi, je trouve que c'est une des forces de Notion, et sur laquelle apparemment ils sont vigilants, c'est de se dire que, eh bien, c'est pas obligé de... Enfin, on ajoute des fonctionnalités, mais il faut que ça reste simple d'accès pour les gens, et donc voilà, c'est un vrai travail d'UI, etc. Donc c'est un vrai sujet, hein. Mais c'est toujours, on revient toujours un peu à ce sujet du product management, je pense, qui est une vraie discipline, hein, qui est un vrai métier, le product management. Et donc voilà, j'aimerais pas forcément être à la place de la personne qui fait les choix aussi, sachant que ça impacte des millions de personnes derrière, des millions de personnes qui, comme nous, vont se retrouver dans des chats à commenter le moindre truc, hein. C'est un petit peu comme les Coupes du Monde, hein. On se retrouve avec 60 millions de coachs de l'équipe de France, quoi, enfin, ou de n'importe quelle équipe de votre pays, quoi. Donc voilà, donc on est d'accord. Mais oui, moi je vais prendre un autre exemple d'un outil que j'aime beaucoup, qui est Airtable. Airtable, quelque part, c'est un petit peu le même sujet. C'est-à-dire que Airtable, à la base, ce qu'on aimait dans Airtable, c'est que c'était simple. Et dans les 3 dernières années, ils ont rajouté énormément de fonctionnalités. Énormément, énormément. Ils ont rajouté des interfaces, de l'automatisation, et même dans la base de données, la vue grille, etc., il y a plein de choses, il y a des vues, mais toutes les options de filtre, tout c'est énormément complexifié. Néanmoins, moi je trouve qu'ils ont extrêmement bien réussi à ajouter ces fonctionnalités sans que ça vienne trop alourdir ou trop complexifier l'interface. Par exemple, quand on veut faire des groupements, d'abord il vous propose ce qui lui paraît le plus évident pour vous comme groupement, et si vous voulez voir toutes les options, eh bien vous cliquez sur la petite flèche et vous avez toutes vos options. Mais vous voyez, donc ils ajoutent des fonctionnalités, mais en même temps ils essayent de vous les simplifier d'accès, et franchement je trouve ça assez remarquable. Donc voilà, je le dis, mais vous le savez déjà, je suis assez fan d'Airtable. Salut Kevin, à toi, ça fait très longtemps, ça me fait plaisir de te voir ici. Voilà, bon écoutez, je vous propose, il nous reste une petite dizaine de minutes pour de passer sur notre dernier sujet qui est l'IA. Voilà, et faire un petit follow-up avec le sujet de la semaine dernière. Mais avant ça, eh bien, on va être obligé quand même de parler de l'annonce de la semaine, qui sont les plugins dans ChatGPT. Alors, c'est ici. Alors, je vais pas parler de tous les plugins, je vais parler juste du plugin Zapier. Et je vais pas en parler tant que ça, parce que malheureusement, on ne peut pas les tester. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà accès au plugin. Moi, j'ai fait ma demande sur la waiting list. Voilà, je suis ChatGPT+, donc j'espère que je pourrai avoir accès bientôt. Mais pour l'instant, j'ai pas accès.
Mais donc, en résumé très, très, très bref, ils ont ajouté une mécanique de plugin à l'intérieur de ChatGPT qui fait que dans votre interface ChatGPT, vous allez pouvoir sélectionner des outils pour venir compléter les fonctionnalités en fait qui sont déjà de l'IA. Ça ressemble, alors attendez, je vais vous montrer ici. Euh, attendez, il y a une capture. Non, c'est en fait c'est au début de cette vidéo. Ah, je peux pas. Attendez, est-ce que je peux? Non, c'est un peu chiant. Il faut attendre qu'elle reprenne dès le début, mais vous allez voir. Voilà, donc là, ici, vous voyez, bon, c'est passé rapidement, mais à l'endroit où on choisit le modèle, on choisit aussi un plugin, d'ailleurs peut-être même plusieurs parce que c'est au pluriel. Et ensuite, dans la conversation, il va vous proposer d'utiliser le plugin par rapport à ce que vous lui avez demandé. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, vous voyez un exemple ici. Eh bien, vous lui demandez est-ce que voilà, quelqu'un est dans une liste de leads. Il vous dit non. Il vous répond déjà en utilisant Zapier, potentiellement. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des choses avec Zapier. En fait, les usages, là, il nous montre un petit peu comment ça marche. C'est que d'abord, vous allez devoir configurer ChatGPT côté Zapier pour le connecter à vos emails, etc. Et ensuite, eh bien, il va pouvoir s'en servir à l'intérieur de l'interface. Et donc, en fait, c'est assez intéressant. Ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple, ça permet de donner accès à vos emails à ChatGPT, par exemple. Donc ça, c'est un truc hyper intéressant. Et surtout, ça vous permet de faire déjà, donc d'aller chercher des informations et aussi de faire des actions. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire génère-moi un email, machin, et tout de suite, vous pouvez l'envoyer. Donc, bon, vous allez me dire, on pourrait faire un copier-coller, mais je pense que dans certains contextes, ça peut être intéressant. Alors très franchement, moi au début, quand j'avais vu l'annonce avant de lire l'article et de comprendre vraiment de quoi il s'agissait, je dois dire que je pensais, j'espérais que ça serait plutôt qu'on pourrait créer des apps ou des choses comme ça à partir de ChatGPT. Donc c'est pas ça du tout. Et ça va m'amener à notre dernier point du jour, qui est l'utilisation de l'IA dans les outils no-code. Mais voilà, donc c'est pas du tout ça. En fait, c'est utiliser Zapier dans le contexte de ChatGPT et donc déclencher des automatisations. Des automatisations, en fait, c'est assez simple, mais pour voilà, aller chercher des emails dans vos emails, voilà, envoyer des emails, envoyer des messages Slack. Peut-être vous pouvez déclencher une automatisation, hein, ça c'est tout à fait possible, mais pas, voilà, créer des automatisations par exemple. Voilà, donc voilà, ça c'est un sujet donc qui donne plein d'exemples. Je vous mets le lien, vous pouvez aller voir. J'ai quelque part, donc voilà. Donc il y a aussi, alors n'oubliez pas que, alors vous voyez ici d'ailleurs c'est intéressant, il parle, vous pouvez chercher dans votre base de données Notion par exemple, donc ça fait un petit peu le lien avec quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure. Donc vous pouvez updater une base de données Notion depuis ChatGPT, donc à l'intérieur, à travers Zapier. Et voilà. Bref, plein de choses. Lisez l'article, vous allez voir, c'est très intéressant. Ça m'amène quand même une petite réflexion, sans vouloir troller, hein, mais vous savez que j'aime aussi beaucoup Zapier, enfin beaucoup Make, j'aime beaucoup Zapier, j'aime beaucoup Make. Moi je trouve que dans la communauté, il y a une grande tendance évidemment à Make, etc., parce que c'est moins cher, parce que c'est européen et tout, et plein de bonnes raisons, c'est un outil extrêmement puissant. Mais ce genre de choses, ça montre quand même la puissance de Zapier. Déjà, bon, Zapier a bien plus d'utilisateurs que Make, c'est très très large. Ils ont bien plus d'intégration. Ils ont bien et en fait, ils sont en capacité, de par leur prédominance, on va dire, notamment aux États-Unis sur le marché de l'automatisation, de faire ce genre de partenariat. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, plus le fait que moi je trouve que les interfaces qu'ils sont en train de créer, enfin l'outil d'interface dans Zapier et l'outil de base de données qu'ils sont en train de faire dans Zapier sont très intéressants. Moi, je pense que Zapier est un outil vraiment que vous devriez aller voir. Et je dis pas ça parce qu'on a des formations à Zapier, mais parce que vraiment, je trouve que oublier Zapier et que se concentrer sur Make est un peu dommage. Voilà, comme ça, c'est dit. Et puis voilà, on peut passer à la suite.
Et salut à Michael qui nous a rejoint et à Arnaud également. Michael, d'ailleurs, ça me fait penser, donc c'est très bien que tu sois là, puisque ça me fait penser à une annonce que je n'avais pas notée et que je vais vous dire tout à l'heure. Avant qu'on se quitte, évidemment, je vais le noter ici. Euh, Hop là. Et on va terminer notre petit sujet. Donc, alors les plugins, alors ça c'est les plugins qui va y avoir à la sortie. Donc en fait, globalement, moi je trouve que Zapier c'est extrêmement intéressant. Le reste, très franchement, à part peut-être Wolframe qui est un moteur d'IA aussi d'ailleurs très très ancien, mais qui peut faire des maths très avancées, des choses comme ça. Donc c'est un peu de la programmation aussi quelque part. Le reste, franchement, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu quoi. Ok, bah on va pouvoir demander à ChatGPT c'est quoi les trucs à faire à Barcelone et tout de suite réserver son billet avec Expedia. Ouais, franchement, après, ça, c'est vraiment des trucs de business. Par contre, Zapier, bah, Zapier, ça, c'est sans commune mesure avec les autres. Enfin, je dis pas ça parce que c'est un outil no-code, mais c'est sans commune mesure avec les autres, puisque là, ça nous permet vraiment de démultiplier les fonctionnalités de ChatGPT. Et salut Arnaud, bonne journée à toi. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Le truc qui sera intéressant de voir, et là c'est un peu méta, et on va pas trop creuser, mais est-ce qu'on pourra utiliser les plugins à travers l'API de ChatGPT? Ça serait intéressant parce que là on pourrait faire des espèces de boucles, on pourrait déclencher automatiquement ChatGPT qui pourrait lui-même déclencher des automatisations, etc., quoi. Donc on verra. Et effectivement, il est très probable qu'ils vont faire une marketplace puisque la documentation en fait est standardisée, le modèle pour créer des plugins. Et d'ailleurs, j'avais vu passer un tweet de Thomas qui en parlera probablement dans ses prochaines émissions, hein. N'oubliez pas, hein, tous les vendredis à midi, l'émission sur l'IA de Thomas et Arnaud. Mais c'est déjà possible dès maintenant de regarder comment on fait des plugins parce que c'est une documentation et qui se fait apparemment dans un langage qui est presque du langage naturel. Donc c'est assez intéressant, il y a un truc un peu méta. Il y aura évidemment des IA qui permettront de générer des plugins, etc. Bon, on va pas aller trop loin dans ces trucs-là, mais voilà. Et puis la dernière chose que je voulais évoquer, c'était alors vraiment, bon, on en a parlé jeudi dans le No Code Game, donc on va pas forcément en parler trop, mais voilà, j'étais obligé de rebondir là-dessus puisque la semaine dernière, voilà, j'avais un peu une vision prospective un peu plus intéressante où je disais, je vais faire d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui sera sur notre chaîne YouTube dédiée à ce sujet de, moi je trouve que l'IA ne remplace pas le no code et que l'IA et le fait que les gens étaient hyper contents de générer des applis et des sites web avec de l'IA faisait oublier que c'était quand même beaucoup plus simple de faire tout ça avec des outils no-code. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette discussion, n'hésitez pas à regarder soit le replay de la semaine dernière, soit d'attendre, et je pense que demain ou cet après-midi, je vais publier cette vidéo un peu plus concise que j'ai fait exprès pour évoquer ce sujet. Mais donc, à la fin de la semaine dernière, je disais qui me paraîtrait vraiment pertinent, c'est que les outils no-code intègrent de l'IA pour accélérer le développement des applications, quoi. Et donc, bah, c'est ce que fait, donc là, vous voyez Flutterflow qui propose ça. Alors, attendez, hein, je vais pas mettre la musique. Et donc, dans Flutterflow, maintenant, enfin, non, pas maintenant, ça va arriver bientôt, vous pouvez faire apparaître une fenêtre de texte où vous tapez du texte et il va vous générer une application. Pourquoi je trouve ça extrêmement intéressant par rapport à, à générer du code avec ChatGPT, c'est que ça, eh ben, derrière, vous allez pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir le modifier sans coder. N'oubliez pas que seulement 0,3% de la population sait coder. Ce qui est important, c'est de permettre aux gens qui ne savent pas coder de pouvoir faire des applications, des sites web. Et ChatGPT vous permet ça que en partie, évidemment. Donc c'est très limité puisque le code que vous avez généré, vous ne savez pas quoi en faire, vous devez savoir l'héberger, etc. Donc voilà, je trouve ça assez génial. Et évidemment, pour répondre à Xavier, j'ai vu l'intégration copilote de WeWeb, puisque c'est mon onglet suivant. Ici, nos amis de WeWeb. Alors attendez, je suis pas allé sur le. J'étais pas sur le bon. Ah zut, j'ai raté le. J'ai pas sur la bonne fenêtre. Voilà. Ici, vous voyez, donc copilote, petit bouton. Alors le mot copilote, c'est vraiment
le terme qui est utilisé un petit peu partout. Donc évidemment, on avait GitHub Copilot qui était à destination des devs. Il y a Copilot maintenant pour Power Apps, etc. Et puis chez WeWeb également. Et donc comment ça marche? Eh bien, on fait apparaître ici une petite fenêtre de texte. Alors attention, il y a 3 fonctionnalités en réalité. Ils en ont parlé hier, vous pouvez regarder le replay. J'avoue, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'ils en parlaient hier. Donc regardez le replay tous les lundis, la team WeWeb, en live sur la chaîne Twitch. Et donc, si vous regardez, vous pouvez poser une question donc, pour avoir de la documentation, si je ne dis pas de bêtises. Xavier, tu peux me corriger si je me trompe. Vous pouvez générer une image avec DALL-E pour utiliser dans le cadre de votre projet. Et surtout, vous pouvez créer une page à partir d'un prompt. Et ça, c'est ça que je trouve hyper intéressant, parce que ça, c'est un peu comme je l'évoquais dans une vidéo, c'est comme le scaffolding, par exemple, dans Ruby on Rails. Ça vous accélère, ça ne vous remplace pas, vous n'allez pas, mais ça vous gagne du temps. Et donc, en fait, vous tapez une phrase. Alors là, c'est un exemple très simple. Comme disait Stan, il trouvait ça très impressionnant. Moi, je trouve ça assez cool. Vous lui dites, fais-moi un layout en 2 colonnes, une page avec un layout en 2 colonnes, et bah, boum, d'un coup, vous avez votre header, vous avez 2 colonnes, et c'est hyper pratique. Ça vous gagne du temps. Alors là, ils ont pris un exemple simple, parce que voilà, WeWeb, ce sont des gens qui sont humbles et ils vous montrent pas des trucs hyper sophistiqués, etc. pour vous vendre du rêve. Ils vous montrent des trucs concrets qui marchent bien. Et voilà, et moi je trouve ça bien, et on pourra faire des trucs de plus en plus puissants. Mais voilà, alors voilà, c'est toujours du temps qui est gagné et ça simplifie un petit peu les choses. Ça n'empêche pas, évidemment, de vous former, d'apprendre à utiliser WeWeb correctement, mais ça va vous aider, vous gagner du temps, et c'est ça quand même, je trouve, la logique la plus intéressante, quoi. Donc voilà, donc pour réagir, peut-être d'ailleurs, c'est pas forcément ce que disait Olivier, mais je vais le lire après, mais c'est un petit peu comme les templates. Mais pour les gens qui font du no-code depuis longtemps, notamment les gens qui font du Bubble, on le sait, les templates, c'est pas toujours une bonne idée. Parce que les templates, ils ont été faits par une certaine logique par la personne qui a créé le template. Mais ensuite, des fois, quand on veut le modifier, bah, c'est pas très pratique, etc. Donc là, on peut avoir un truc beaucoup plus itératif, où on lui dit, fais-moi une mise en page en 2 colonnes. Et puis après, peut-être qu'on pourra lui dire, dans la colonne de gauche, tu vas mettre tel bloc et tel bloc, etc. Et puis, comme ça, on gagne du temps. Alors, vous allez me dire, bon, bah, ça, on peut aussi le faire à la souris. C'était ça déjà l'avantage des outils no-code par rapport au code. Bon, voilà, il y a plein de choses qui arrivent, je pense, qui sont vraiment passionnantes. Donc voilà, franchement, regardez tout ça. De toute façon, on en parlera dans les prochaines émissions et ça va être très intéressant. Il est 9 h, on va arrêter. C'est pas, C'était hyper passionnant. Pour finir, quelques petites annonces très importantes. Si vous êtes dans les Hauts-de-France, vous pourrez venir boire une bière avec Michael et moi-même et d'autres gens évidemment au meet-up qui est organisé par les fabricants, qui aura lieu donc à côté de Lille le 13 avril. Michael, si jamais tu as le lien sous la main, je veux bien, sinon je vais le retrouver. Non, attends, je vais le retrouver quelque part quand même. Je vais le retrouver ici. Donc voilà, donc ça c'est très cool parce qu'il n'y avait jamais eu de meet-up, si je dis pas de bêtises, à Lille. Et voilà, et moi je trouve ça très bien. Donc voilà, ça a l'air d'être un super endroit, donc organisé par une agence qui s'appelle Les Fabricants. Je sais pas si je l'ai dit, peut-être j'ai dit. On les remercie parce que voilà, c'est très cool. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, il y a plein de lives, évidemment. Merci beaucoup, Michael. Donc voilà, donc si vous êtes dans les Hauts-de-France, ça sera un grand plaisir de vous rencontrer. Moi, je ferai le déplacement. Et puis, qu'est-ce qu'on a sur la chaîne Twitch? Sur la chaîne Twitch, on a une table ronde à midi, enfin à 13 h. Vraiment, je vous invite à être là. Ça va être un sujet très intéressant. C'est un sujet, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui a parlé du RGPD. Je crois que c'était Arnaud, peut-être. Non, je sais plus. Bon, désolé, je vais pas remonter. Vous avez trop chatté aujourd'hui. Franchement, merci d'ailleurs pour votre participation. Mais donc, ce sera un live sur le RGPD avec une personne experte de chez Temesis qui est vraiment hyper calée, qui est hyper cool, qui est hyper pédagogue. Et puis, il y a une autre personne qui est DPO. Donc, c'est vraiment l'occasion, poser toutes vos questions. C'est l'occasion de demander est-ce qu'on peut utiliser Bubble à cause du RGPD, etc. C'est vraiment super important. Ensuite, à 17 h 30, un sujet plus léger. Vous retrouverez notre ami Stan pour ses mardis no codiens. Donc là, c'est toujours un petit peu plus léger. Demain, émission No Code for Good avec Alexandre et Valérie. Il y aura peut-être pas de No Code Game cette semaine. Il y a du Bubble par contre le jeudi après-midi, je crois.
Je suis pas sûr d'ailleurs, il a mis oui, mais je suis pas sûr qu'il soit disponible, mais bon, bref. Il y a Duxano avec Georges jeudi, voilà, il y a de l'IA à 13h vendredi, voilà. Et puis il y a du building public sur Bubble avec Pierre vendredi soir. Bref, une énorme semaine voilà, d'émissions. On a Xavier même qui va nous faire un live sauvage, donc avec grand plaisir Xavier, c'est toujours un plaisir de te retrouver aussi à l'antenne. Et puis voilà, moi ce que je vous dis, ce que j'ai envie de vous dire simplement, c'est abonnez-vous à la chaîne Twitch parce que comme ça, vous serez notifié de tous ces excellents lives qui ont lieu. Voilà, si vous ne voulez pas rater Xavier, comme il n'annonce pas son heure, on ne sait pas, donc abonnez-vous et comme ça, vous serez notifié. Il faut mettre la petite cloche ou je sais pas quoi. Bon, voilà, moi je suis pas un vrai streamer, donc je connais pas bien, j'ai pas la bonne phrase pour vous dire ça, mais voilà, merci voilà, à Tête de Jay qui s'abonne, ça fait plaisir. Et puis voilà, écoutez, c'est tout, je vous ai tout dit. Si jamais vous n'aviez rien à faire la dernière semaine d'avril, vous pouvez aussi venir nous rejoindre à Barcelone pour notre No Code House. Et puis voilà, merci beaucoup, j'ai dépassé de 5 minutes, mais ça m'a fait plaisir, c'était très très cool que vous soyez tous là, d'avoir autant d'échanges, autant de sujets, c'était vraiment super, malgré mes blessures de guerre. Non, j'ai juste fait un peu trop de boxe hier soir. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est juste un petit peu de sparring, un petit peu intense. Voilà, à bientôt sur le Twitch de No Code France la semaine prochaine à la même heure.